Écoutez, pour paraphraser un certain auteur, je pense que la justice est trop importante pour la laisser entre les mains des magistrats. La justice, c'est la pierre angulaire d'un état de droit. Or, nous ne sommes pas dans un état de droit et celui-ci ne peut être construit que dans le cadre d'un bouleversement politique qui permette l'instauration de nouvelles règles autant constitutionnelles qu'institutionnelles que politiques. Vous disiez tout à l'heure, j'entendais que c'est l'un des corps les plus corrompus. Très probablement, la corruption a atteint des sommets dans ce corps-là, mais soyez-en sûrs que dans un régime comme le nôtre, les magistrats sont loin d'être le corps ou le seul corps à être corrompu. Vous pouvez aller faire un tour du côté des douanes ou du côté même de certains organes de sécurité, encore plus dans des entreprises publiques, etc. Donc c'est toute une architecture d'un État qui est à remettre en cause. Maintenant, les magistrats, ceux qui sont honnêtes, et il en existe, ne sont pas des militants par définition. Ils sont dans une carrière qui a ses normes, ses procédures. Et moi, je pencherais plutôt pour une certaine forme de, je dirais pas d'optimisme forcément, mais de compréhension de la situation telle que l'a décrite M. Bellateche. Je pense qu'à un moment donné, ce corps-là, dans ses parties saines, comme dans beaucoup d'autres corps, on arrivera à un seuil où les uns après les autres, ces corps basculeront vers une demande de liberté et de justice. Donc, n'attendons pas à ce que les magistrats soient des leaders militants, révolutionnaires, mais ils s'aligneront dans le sillage d'une réorganisation d'un État si notre révolution du sourire réussit. Pourtant... Ce n'est pas un rêve fou, tout au contraire, mais je pense que le corps de la magistrature va être comme l'un des révélateur ou comme un thermomètre pour révéler la véritable température à l'intérieur du pouvoir. Lorsque le pouvoir va entrer dans une forme de congestion où il n'arrive plus à s'en sortir, il n'arrive plus à gérer, petit à petit son autorité va se dissoudre et des corps comme celui de la magistrature, mais aussi d'autres corps, vont se libérer. Donc le jour où vous verrez des magistrats dans la rue, sachez qu'à ce moment-là, le pouvoir central n'a presque plus aucune autorité et que son remplacement sera pour très bientôt. Je pense que nous allons pas à pas vers cette situation-là. Si le pouvoir avait été intelligent, il aurait pu profiter de ce formidable peuple dans sa dynamique de changement et il aurait réellement négocié un changement dans la douceur, j'allais dire, en tout cas dans la paix, mais il ne sait pas le faire, il n'a pas su le faire et malheureusement, petit à petit, il nous entraîne vers des complications qui sont à l'horizon. Donc les magistrats, oui, on aurait applaudi des deux mains et des deux pieds, mais je pense qu'il faut être patient, ils seront là après que les militants, puis peut-être les professions libérales telles que les avocats, les médecins, qui suivront les enseignants des universités, puis après les enseignants de l'éducation, petit à petit les professions qui sont encadrées, embrigadées, qui souffrent eux-mêmes d'une forme d'autoritarisme à l'intérieur de leur système, où si une personne bouge, immédiatement est mise à la porte. Mais donc petit à petit, on verra que les secteurs les moins embrigadés seront les premiers à sortir de cet autoritarisme jusqu'à atteindre le cœur du système. Et sachez-le que la justice est le cœur du système actuel. Si on devait changer la justice, c'est le système en entier qui sera à plat et sera reconstruit sur une autre feuille de route. Alors, écoutez, je ne vais pas juger d'un point de vue moral, mais je peux vous rappeler qu'en 2016, en juin, j'ai quitté la CLTD parce que je voyais que les partenaires d'alors se préparaient à aller à des élections alors qu'on les avait condamnés par avance en tant qu'élections fraudées. On réclamait une commission indépendante que le pouvoir n'a pas voulu céder. J'ai quitté ensuite, en tant que Jil Jadid, nous avions quitté l'ICSO en septembre 2016, car à l'évidence, tout le monde allait vers ces élections. C'était leur point de vue. Ils pensaient qu'à l'intérieur des institutions, ils pourraient s'offrir un peu plus de moyens pour mieux lutter, j'imagine. Quant à nous, on n'a jamais cru à cette façon de
avions boycotté les élections, vous le savez, les législatives et les locales, et nous avons demandé à plusieurs reprises depuis le début du mouvement, depuis le 22 février, que ces partis quittent totalement les institutions. Ils ne l'ont pas fait. C'est à eux de s'expliquer, c'est à eux de convaincre l'opinion publique qu'il fallait mieux qu'ils restent à l'intérieur au lieu de sortir. Pour ma part, je ne veux pas accabler outre mesure les autres partis politiques. Certains d'entre eux sont dans le Hirak, ils veulent porter la voix du peuple, mais c'est à eux de régler cette contradiction fondamentale. Restez avec nous. Oui, absolument. Il faut inscrire les positions dans une trajectoire. Au moment où le président Bouteflika est parti, il y avait un grand débat. Fallait-il appliquer l'article 102 de la Constitution ou au contraire sortir de la Constitution? Je rappelle que j'avais milité pour qu'on ne considère plus cette Constitution, elle n'était plus légitime aux yeux des Algériens qui avaient, je rappelle la formule utilisée à ce moment-là, qui avait fait un référendum à ciel ouvert. Il fallait prendre le taureau par les cornes, si j'ose l'expression, et ouvrir un véritable dialogue et s'entendre sur une solution consensuelle. Et de cette solution, nous étions partisans de revenir à l'élection présidentielle comme premier pas, mais avec des conditions. Malheureusement, le pouvoir qui a lancé l'idée d'un dialogue, et en réponse, certains, dont Djil Jadid, on avait réclamé des conditions et des mesures d'apaisement pour pouvoir entrer en dialogue. Cela avait créé polémique à ce moment-là, mais je vous avais dit dans votre émission, sur votre antenne, que s'il n'y avait pas de réponse positive sur les conditions exigées, donc la libération des jeunes qui portaient l'emblème, l'ouverture des médias, la levée en fait des restrictions sécuritaires sur la capitale et le changement du gouvernement bedoui, qu'il était clair qu'il n'y aura pas de dialogue sincère. Nous avons été jusqu'au bout sur ce chemin. Il est apparu évident que le pouvoir n'en voulait pas. À ce moment-là, à lui d'en tirer toutes les conclusions. Maintenant qu'ils veulent passer en force, par la force, et imposer une élection présidentielle, elle ne passera pas tout simplement. Elle va compliquer la situation. C'est une élection présidentielle sans électeurs. On ne peut pas imaginer sortir d'un conflit politique tel que nous le vivons et renouer la confiance, qui est un élément essentiel si on veut relancer le pays, en allant à l'encontre du désir de la population. Donc, à partir de cela, la conclusion a été simple. La convocation du corps électoral a été une erreur. Le faire dans ces conditions-là ne peut convenir à personne et il aurait été beaucoup plus efficace d'aller vers un véritable dialogue. Je pense qu'aujourd'hui, tous les partenaires qui eux-mêmes considéraient le dialogue inutile, qu'il s'agissait juste de crier plus fort pour que tout le monde s'en aille, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées. Malheureusement, j'attirais l'attention qu'il fallait tout de même essayer d'écouter l'autre et de ne pas exclure systématiquement, sinon on allait aggraver le bras. Mais Sofiane Djilali, pardon de vous interrompre. Écoutez, je l'avais expliqué dans votre émission à plusieurs reprises. Bien sûr que j'entends négociation. Il est clair qu'à partir du moment où il y a eu cet aller-retour, où au début le chef d'état-major avait dit que chacun devait faire une concession, que c'était évidemment une négociation, mais maintenant c'était le terme un petit peu usité, mais je l'avais déjà expliqué. Oui, j'entends bien que c'est une négociation dont il s'agit. C'est le destin d'un pays. Maintenant, ce n'est pas une histoire de prendre un thé et de discuter sur je ne sais quoi. Bien sûr, il s'agit d'une négociation en bonne et due forme. Je vous rappelle aussi, Monsieur Benchenouf, que avant le départ de Bouteflika, bien avant, lorsque on commençait à faire des manifestations, j'en avais appelé à ce que il y ait une communication directe avec l'armée. Combien de gens avaient crié que c'était un scandale qu'un démocrate est appelé à l'armée à discuter. Et là, il faut travailler avec le réel. Le réel, on l'a dit 1000 fois,
l'État algérien a